Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin ou chaque soir, ça dépend de l'heure et des lieux où vous nous suivez. Quand je commence cette émission, j'ai tout simplement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les ressentir. Nous sommes en démocratie, effectivement, et la démocratie a entre autres comme pilier le fait que la liberté d'opinion et la liberté d'expression sont justement des socles. On ne peut pas prétendre un pays de démocratie si on est en train de brimer la liberté d'expression ou la liberté d'opinion, les manifestations publiques. La démocratie, c'est tout sauf le régime de l'unanimité. Quand on est dans un régime d'unanimité ou qu'on est en train de chercher l'unanimité, on n'est pas en démocratie, on n'est pas dans un raisonnement logique, scientifique, parce que la science en elle-même, c'est aussi, entre autres, la contradiction. C'est ça la beauté de la vie, c'est ça la beauté de la démocratie. Chacun voit les choses de sa manière, chacun dit les choses à sa manière, mais on fait un effort pour respecter les avis des uns et des autres, on fait un effort pour, je veux dire, c'est respecter, je veux dire, on fait un effort pour justement écouter les avis des uns et des autres tout en ayant son propre point de vue. Mais la divergence d'opinion, la divergence des vues, la contradiction ne doit pas nous amener à déchirer. Il est possible que nous restions ensemble, que nous restions une nation tout en ayant une sorte de divergence des vues. Vous dites que ce que je mis est rouge ou blanc, acceptez aussi qu'à côté, qu'il y en a qui ne voient pas les choses comme vous. Donc, c'est dans cette logique-là que nous avons lancé cette émission qui s'appelle Décrit Info. Décrit Info est un magazine d'opinion, c'est un éditorial. En journalisme, il est aussi autorisé à un journaliste de pouvoir donner son opinion, son avis sur de grandes questions d'actualité politique, sociale, artistique, juridique, tout ce qui connaît son pays. Quand le journaliste a envie de donner une opinion, il peut le faire. Et pour ça, le journaliste a fait tout simplement appel à ces genres journalistiques qu'on appelle l'éditorial, qui est en fait, en réalité, un genre journalistique dans lequel le journaliste ou carrément sa rédaction monte au créneau pour prendre position. Donc ça, j'ai souvent l'habitude de répéter cette notion importante des journalismes parce que parfois il y a des critiques que moi je comprends d'ailleurs. Il y a des gens qui critiquent seulement parce qu'ils n'ont pas un certain nombre de connaissances, d'assises dans la profession de journaliste. On dit qu'un journaliste, il ne peut pas dire, un journaliste ne peut pas prendre position. Ça dépend. Ça dépend. Évidemment, dans le domaine des prises de position, comme moi je l'ai dit, je ne suis pas un prédicateur de l'unanimité. Moi, ce que j'ai dit ici, je ne prêche pas. Je ne fais pas. Je ne dis pas que je suis un prophète et que vous, là où vous êtes seulement obligé de dire oui et amen. Non, pas du tout. Ce que j'ai dit ici, je l'expose aux étant-pris de vos critiques et de vos remarques. Parce que chacun de nous peut avoir son point de vue. C'est comme ça que j'ai toujours dit. On peut poursuivre le débat en dehors de ce cadre, parce que mon téléphone, il est ouvert. Le numéro que vous voyez au bas de votre petit écran est ouvert 24 heures sur 24. On peut éventuellement continuer à débattre, à discuter des questions importantes en dehors de ce cadre et ça fera toujours plaisir. Je suis donc très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Et je tiens une fois de plus à vous dire merci. Nous avons repris nos émissions quotidiennes depuis hier. Et j'ai vu qu'il y a eu un certain engouement. On continue à travailler
mes équipes et moi-même, à se battre pour que nous puissions vous apporter l'information et la vraie, pour que nous puissions vous apporter nos analyses, notre manière à nous de voir les choses. Et je répète, je ne dis pas que ce que j'ai dit ici est une parole d'évangile. Pas du tout, pas du tout. Je ne dis pas, vous, mes téléspectateurs, vous devez dire oui et amen à ce que j'ai dit ici. Pas du tout. Même au niveau de la foi n'est pas contre la science. Cette manière de voir, de concevoir la spiritualité, la divinité comme quelque chose qui vient à lever l'esprit critique. Moi, je n'ai jamais cru en ça. C'est vrai que la foi, pour nous les chrétiens, on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on voit, des celles qu'on espère, une démonstration, mais vivre sa spiritualité n'empêche pas à quelqu'un de pouvoir avoir l'esprit critique. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on s'est fait berner par des charlatans qui se présentent comme des hommes de Dieu, comme des prophètes. Il dort, il se réveille chez lui les matins, il vous appelle, il dit « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Et quand on veut réfléchir, il dit « Non, 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 il ne faut pas réfléchir ». Non, non, Dieu n'est pas contre l'intelligence. Si quelqu'un vient et vous dit que Dieu est contre l'intelligence, il ne faut pas croire en lui. D'ailleurs, j'aime un verset dans la Bible qui dit « À la foi, ajoutez la connaissance ». La connaissance, c'est l'intelligence, c'est l'esprit critique, c'est la capacité à trouver des solutions à des problèmes. Dieu nous a donné des capacités cognitives, des capacités intellectuelles, des connaissances générales, des connaissances spécifiques, pour que ça puisse nous permettre d'évoluer et de faire des grandes choses avec lui. Donc moi, je vous appelle justement à avoir une certaine intelligence, un esprit critique et à nous critiquer. Mais le seul problème qui me turlupine un tout petit peu dans le débat qui se passe ici, dans notre pays, c'est le fait que tu vois, ça devient des pugilats, tel a dit, on se rentre dedans. Je pense qu'on peut faire un débat démocratique en respectant les avis des uns et des autres et en évoluant. Donc je suis très très heureux. Aujourd'hui est un jour extrêmement spécial pour moi. Je fête mon anniversaire. Je fête mon anniversaire aujourd'hui, donc... je me souhaite à moi-même un très très bon anniversaire. Bon anniversaire à toi, M. Claude Peroulouara. J'ai reçu beaucoup de vos messages, de vos appels à gauche et à droite pour me soutenir, pour me souhaiter bon anniversaire. Ça me touche, ça me va droit au cœur. J'espère qu'on sera. J'allais rigoler un peu avec vous. Cette histoire de « je suis dans les bruits », je ne sais pas, Kinshasa, non, j'aime un peu mon pays parce que des fois, il y a des concepts comme ça, des choses qui sortent comme ça du néant et qui prennent de l'ampleur, comme cette histoire. Je suis dans les bruits. Tout le monde dit je suis dans les bruits, je suis dans les bruits. Bon, je ne sais pas, est-ce que je serai dans les bruits ce soir? Non, c'est impossible. Je ne peux pas être dans les bruits. J'ai une émission que je présente ce soir. D'ailleurs, je vous invite à être très très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant votre chaîne YouTube qui s'appelle Télévision, parce qu'aujourd'hui à 20h, heure de Kinshasa, je serai en live, en direct ici dans l'émission Allo CPL. Vous savez, Allo CPL, Décrit Info, c'est moi qui donne mes points de vue, c'est moi qui analyse, mais dans Allo CPL, c'est un espace que nous avons ouvert pour vous, nos téléspectateurs, parce que nous pensons que chacun de nous, chacun de vous peut intervenir dans l'actualité de son pays, chacun de vous peut avoir son point de vue sur l'actualité de son pays. C'est comme ça que nous avons décidé justement d'ouvrir cet espace qu'on appelle Allo CPL, où nous prenons des questions importantes et d'actualité, nous les déposons sur la table et nous ouvrons les téléphones pour recevoir justement vos appels et pour vous permettre, vous aussi, de pouvoir opiner par rapport à l'actualité. Ce soir, je veux mettre sur la table la question de l'insécurité dans l'Est de la République avec la récente rencontre, la tripartite entre Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, Joao Lourenço, président d'Angola, et Paul Kagame, président du Rwanda. Vous savez que les trois se sont retrouvés à Luanda pour parler de la situation. J'en parle d'ailleurs ici dans cette émission. Je vais l'évoquer un peu parce que je voudrais parler un peu aujourd'hui de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vais donc parler un peu de ça. Et puis après, j'ouvrirai le micro à 20h. Prenez rendez-vous avec moi tout à l'heure à 20h, heure de Kinshasa. Vous serez donc là pour donner également vos points de vue sur ce qui se passe par rapport à cette guerre-là. Comment vous voyez les choses? Comment vous le ressentez? Est-ce que vous pensez que la manière dont nous conduisons la politique internationale ou les affaires étrangères de la République démocratique du Congo par rapport à cette question spécifique est la bonne? Si elle n'est pas la bonne, quelle sera la solution pour vous? Si elle est la bonne, qu'est-ce qu'il faut encore ajouter pour performer, pour garder la ligne? Et on parlera de toutes ces questions-là tout à l'heure, donc à 20h. Prenez rendez-vous avec moi. Notre numéro, vous pouvez nous joindre en direct sur WhatsApp, c'est le +243
85 11 65 115. Plus 243 85 11 65 115. Voilà. C'est donc le numéro qui sera disponible tout à l'heure à 20 h, heure de Kinshasa, pour notre direct. Et j'espère que la connexion, ou plutôt la technique, ne nous fera pas défaut pour que nous puissions ensemble réaliser cette émission. Laissez-moi dire grand merci à mes partenaires, la boutique La Londoloise avec sa patronne Judith Londolé Betoko Betokos, Judith Londolé Betoko, Molati Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Vous êtes énorme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'hésitez pas à contacter donc Judith Londolé Betoko avec sa boutique La Londoloise. Nous sommes au mois de juillet, nous sommes le 12, c'est mon anniversaire. Nous venons de dépasser le quart de ce mois, plutôt la moitié de l'année, parce que ça c'est les 7e mois, une année à 6 mois. Essayez de réfléchir, faites les bilans de ce qui aura été déjà les débuts jusqu'à la moitié de l'année. Les grands hommes sont aussi ceux qui sont capables de s'arrêter, de regarder les choses, d'étudier ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Prenez des bonnes résolutions pour vous-même, pour votre pays, pour tout ce qui se passe. S'il y en a que je vous conseille, mettez-vous par exemple au sport. Mettez-vous au sport, c'est très très important. Moi-même, j'ai vraiment pris goût à ça. Et chaque jour qui passe, je m'y mets, et je suis très très heureux parce que je perds énormément de poids, c'est important. Notre responsabilité, c'est aussi de vous sensibiliser. Mettez-vous au sport, battez-vous pour la santé. Le sport est une bonne chose. Faites la marche, faites les gyms, faites tout ça, ça fait énormément plaisir, ça fait énormément de bien. Je suis donc heureux de vous retrouver ce soir encore. Aujourd'hui, je voudrais qu'on épilogue un peu autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quand on est Congolais et que son cœur bat effectivement pour son pays, on se rend compte de la tristesse et de la désolation de son peuple et de ses compatriotes, et surtout de la misère extrêmement ancrée ou importante dans laquelle le Congo vit, alors que c'est un pays qui est béni. Moi, j'ai dit souvent, quand je regarde la situation de mon pays, j'ai dit, mais qu'avons-nous fait au bon Dieu pour être comme ça? Nous, les Congolais, nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays, mais le Congo n'a pas la chance de nous avoir comme peuple. Comment est-ce qu'on peut avoir toutes les richesses qui sont les nôtres? Comment on peut être un scandale géologique? On peut avoir la capacité agricole identique pratiquement à la Chine. On peut avoir des millions d'hectares de terres arables. On peut avoir la capacité de nourrir toute l'Afrique. Comment est-ce que vous pouvez avoir des pourcentages aussi importants d'eau douce dans le monde? Comment on peut disposer du lac le plus poissonneux de la planète chez nous? Comment on peut avoir les bonnes saisons pour l'agriculture? Nous avons les pluies, nous avons le soleil. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que 60 ans, plus de 60 ans même, après l'indépendance, que nous soyons toujours dans la situation dans laquelle nous sommes? Que nous importions, par exemple, du riz, je ne sais pas moi, des Bangladesh, des Sri Lanka, que nous importions de l'huile des palmes. De l'huile des palmes. C'est quand même pathétique, là. J'allais dire la paresse ou la malédiction dans laquelle nous tous on est plongés. Comment on ne peut pas être capable de réfléchir pour la transformation de tout ce que Dieu nous a donné? Comment on peut se laisser emporter par des guerres intestines qui ne servent personne et qui nous font reculer du jour au jour? Qu'avons-nous fait pour être comme ça? Et quand je regarde ça, j'ai dit, mais attends, le Congo a vraiment la malchance d'avoir ces peuples comme peuple. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement le ridicule, la rusée de la planète quand les gens évoquent la RDC. Suivez les débats politiques d'autres pays, des frères africains. Les gens ne comprennent pas que nous ayons ce que nous avons, que nous soyons dans la situation dans laquelle nous sommes, et que nous soyons là à se plaindre, à pleurnicher comme des petits-enfants. Mais au-delà de tout, la responsabilité est une responsabilité collective. Mais tout en tirant cette responsabilité collective, on peut aussi avoir la possibilité de restreindre le champ. Et en restreignant le champ, moi je porte une grande responsabilité à nos autorités. Le grand malheur de ce pays, c'est que le pays n'a pas les dirigeants qu'il mérite. Le Congo a un problème de leadership. Quelqu'un m'a dit, non, Perrault, tu ne peux pas dire ça, parce que j'ai discuté de ça dans un forum, je crois, hier. Il m'a dit que un peuple a toujours les dirigeants qu'il mérite.
Je suis un peu d'accord avec lui quand j'évoque notamment la question de la responsabilité collective, que ce qui se passe dans notre pays, c'est aussi, entre autres, parce que nous avons un peuple peut-être naïf, parce que nous avons un peuple passif, qui ne prend pas à bras le corps le problème qui sont les siens, qui est ailleurs que là où il devait être, dans la jouissance, dans la musique et dans toutes ces choses-là. Ce sont des choses que je ne condamne pas, mais j'ai comme l'impression que la mesure, la capacité à être équilibré dans la vie permet à ce que l'on avance. Il ne faut pas être trop chaud, il ne faut pas être trop froid. La vie est aussi un jeu d'équilibrisme. Un peu de musique, un peu de rationalité, un peu de ceci, fait que le peuple arrive à influer sur la conduite des affaires de leur propre pays. Mais la grande responsabilité, à mon point de vue, c'est un problème de leadership. Le jour où le Congo aura un leadership clair, un leadership éclairé, le pays sortira de là où il est. Parce qu'en soi, en réalité, to lead en anglais veut tout simplement dire conduire, diriger. Il faut que nous ayons des autorités qui sont là, qui ont une vision, qui savent là où ils veulent amener le pays, qui ont un chronogramme de ce qu'ils veulent faire du pays. Il faut que nous ayons des gens qui ont un relâchement, un dépassement sur les intérêts individuels. Aussi longtemps qu'à la tête de mon pays, nous aurons, à la tête de notre pays, nous aurons des gens qui, une fois arrivés, pensent leur famille, leur propre poche, leur propre ceci, il nous sera extrêmement difficile. Je pense qu'il est temps que dans ce pays, que nous ayons quand même aussi des dirigeants qui ne viennent pas pour se faire de l'argent au sommet de l'État. Des gens qui ont déjà réussi dans d'autres domaines spécifiques de leur vie. Comment vous pouvez croire que le pays peut se développer quand vous avez des autorités qui ont pour la première fois travaillé en arrivant au sommet de l'État? Ailleurs, c'est des postes réservés à des érudits, à des gens qui ont une certaine connaissance. Parce que là, vous avez notre destin. Vous avez la destinée de ces peuples entre ses mains. Vous devez avoir été capable dans le domaine particulier de votre vie, vous devez avoir été capable de démontrer que vous pouvez conduire. Ici, il y a un système, il y a Tindika Chakal, Tozui, Monama Yaka. Et la conséquence, elle est là. Le jour où nous aurons un leadership fort, un leadership éclairé, un leadership visionnaire, un leadership plutôt capable de s'offrir, de servir et non pas de se servir, très modestement, je pense qu'on pourra entrevoir le bout du tunnel par rapport à ce pays. J'en veux pour exemple, à un moment donné, on peut ne pas le vouloir. Laurent Désiré Kabila n'était pas sain. Moi-même, j'ai fait plusieurs émissions dans lesquelles je l'ai critiqué très fortement. Il a eu des défauts, il a eu des qualités, ça il faut le dire. Mais au-delà de tout, quand vous regardez un peu la conduite des affaires à l'époque de Laurent Désiré Kabila, il y a des choses que vous pouvez apprécier, notamment le fait qu'il avait une certaine vision, un certain idéal de sa manière de voir les choses. Moi, je me rappelle qu'on était à Kinshasa, quand Laurent Désiré Kabila est arrivé, on faisait les 5 bancs, Panza Makolo, Kotsa Makona 4, mais il a imposé un leadership fort, au point où nous-mêmes, on était obligés de s'aligner. On était obligés de s'aligner. Même avec des petites choses comme ça, parce qu'en réalité, le vrai changement, ce n'est pas de la génération spontanée. C'est des petites choses comme ça qui peuvent aider justement le pays à aller de l'avant. Mais là, c'est un peu compliqué parce que les dirigeants que nous avons n'ont pas d'idéal, n'ont pas de vision, n'ont pas de leadership. Ils ne savent pas eux-mêmes où ils sont, ce qu'ils veulent. Ils sont dépassés par les événements. Et je ne parle pas seulement de ce que nous avons aujourd'hui comme leadership. Non, je parle de manière générale. Quand bien même que je suis convaincu que le leadership à la tête du pays aujourd'hui est parmi les plus faibles et les plus catastrophiques que le Congo n'a jamais eu. Ah ben ça, je vous regarde droit dans les yeux et je l'ai dit. Nous avons eu des présidents qui ont fait beaucoup de dégâts. Oui, moi-même, je l'ai dit tous les jours, mais ce qui se passe actuellement, Tshisekedi, je crois, Kasavubu, Mobutu, est le 5e président, et je trouve que son leadership est le pire de tous les présidents, de tous les 5 présidents que nous avons eus dans le pays. Je ne vais pas ici aujourd'hui isoler un cas, je parle de manière générale, mais fort et malheureux, et de constater que ce que j'ai dit est véritablement vrai. Peut-être parce que
il se retrouvait de manière accidentelle à ce poste-là du président de la République. Et il est clair aujourd'hui, quand vous regardez sa manière de faire, qu'il n'y a jamais été préparé, qu'il n'est pas du tout à sa place, qu'il n'a pas de ressources exigées pour gérer et pour occuper de telles fonctions. Et il est dépassé par ce qui arrive. Et tout ça, ça fait que ça retombe sur le Congo, ça retombe sur nous. C'est un peu compliqué, les amis. Donc, à un moment donné, nous devons travailler, nous devons aimer notre pays et nous devons vraiment nous donner pour que le Congo sorte de cette situation. Nous sommes capables de changer les choses, nous sommes capables de les faire avancer. Je voudrais parler un peu aujourd'hui dans mon décrit de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je donnerai mon point de vue là-dessus et on va poursuivre les débats en dehors de ce plateau. On peut s'appeler, on peut discuter respectueusement, moi je n'ai pas de problème. Mais avant tout, les amis, laissez-moi déblayer les terrains sur 2-3 petites choses. La première, par rapport à l'Est de la République, il faut que tout Congolais, partout où il est, nous puissions nous unir, que nous ayons nos pensées sur les forces armées de la République démocratique du Congo. Ici, d'emblée, je voudrais réitérer mes encouragements, ma solidarité et mon total soutien aux éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils font un travail remarquable dans des conditions terribles. Ils vont en guerre, laissant leurs enfants à l'extérieur. Faites un tour dans les camps militaires aujourd'hui dans le pays, vous allez pleurer. Vous allez voir une petite maison de quelques mètres carrés, il y a 3-4 familles de militaires. Ils sont payés dans quelles conditions? Leurs enfants ne vont pas à l'école. Et l'État ne pense pas du tout mettre en place un programme de réformes pour améliorer les conditions de ces gens-là. Nous, nous dormons, nous mangeons, mais eux, il peut se réveiller le matin, on lui dit, il doit aller en guerre, mais il ne sait pas dans quelles conditions il laisse sa femme et il laisse ses enfants. Ce sont des véritables héros du temps moderne. Nous leur devons beaucoup. Ici, il faut que nous travaillions pour leur envoyer des ondes positives. Il faut que tout Congolais, là où il est, qu'il pense à son armée. Cette armée qui est au front, qui se bat contre les rebelles, qui se bat contre le groupe armé qui cause tort. Cette armée qui est critiquée à gauche et à droite, qui est parfois insultée. Mais moi, je dis toujours aux gens, c'est vrai que nous insultons, c'est vrai que nous critiquons. Mais à un moment donné, ayons aussi la capacité de se mettre à la place de ces messieurs, de cette femme, qui sait qu'il va quelque part et qu'il peut laisser sa vie. Mais il n'est pas sûr des conditions dans lesquelles les enfants sont restés, sa femme. Mais il y va quand même pour l'amour de son pays et pour le travail, pour le métier qu'il a choisi. C'est extrêmement difficile et c'est extrêmement grave. Ici, vraiment, je vous appelle à soutenir nos FARDC. Je suis de cœur avec l'armée congolaise qui est au front à ce moment ici. Je voudrais aussi que tous les Congolais fassent de même. Quelqu'un m'avait dit, hier ou avant-hier, je ne sais pas, il m'appelle, il me dit, « Perrault, j'ai suivi ton décrit, tu parlais de l'armée, c'est content, mais comment tu peux soutenir l'armée sans soutenir le commandant suprême ?» Le commandant suprême, c'est le président de la République. On ne peut pas appeler à soutenir l'armée sans qu'on appelle à soutenir le commandant suprême. Non. L'armée est un corps qui est apolitique. Nous parlons du commandant suprême parce que nous sommes encore dans une logique où vous voulez avoir vous créez un peu des potentats, des gens qui... Je ne sais pas comment il faut qu'on explique ça. Dans des pays qui se respectent, l'armée est un corps à part entière. C'est vrai qu'elle reçoit... Il est une arme dans le main du commandant suprême qui peut l'activer. Mais la conduite, la gestion de l'armée est une affaire d'abord à part. Parce que le commandant suprême lui-même, d'ailleurs, il ne connaît pas l'armée. Vous avez des présidents qui ne savent pas tirer. On ne leur demande pas de devenir militaire quand on est président de la République. Non, pas du tout. Ils n'ont pas de connaissances en matière de guerre, L'armée est un instrument. Ce que nous devons faire, c'est de ne pas faire des éloges de commandant suprême, c'est de faire que l'armée soit une entité forte, autonome, capable de nous défendre et de défendre nos frontières. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, soutenir l'armée ne veut pas absolument dire soutenir le commandant suprême. Dès lors que dans son chef, dans son comportement, le commandant suprême lui-même montre des signes de défaillance, les signes de légèreté et d'irresponsabilité. Parce que moi, je ne peux pas m'expliquer que l'on soit commandant suprême d'une armée en guerre et que l'on se permette d'envoyer communicationnellement des messages de jouissance.
Alors qu'on est commandant d'un corps qui est en guerre et qui perd de ses éléments. Parce que quand on est en guerre, les militaires meurent au front. En tant que commandant suprême, on a la responsabilité de dégager une image des responsabilités pour donner de l'énergie et de la force à ces militaires qui sont en train de se battre. Comment vous pouvez me demander de soutenir l'armée et de lier le soutien à l'armée au soutien au commandant suprême quand l'armée se bat et que le commandant suprême, lui, danse dans un pays étranger? Le commandant suprême d'une nation, d'un pays en guerre, doit tout le temps dégager l'image grave, d'un air sérieux grave. Il sait que les éléments pour lesquels lui est commandant suprême sont en guerre. Il sait que les éléments pour lesquels lui, les commandants suprêmes, sont en train de mourir dans le front. Il doit se monter communicationnellement capable de dégager l'image de quelqu'un qui est dans une situation d'urgence, dans une situation de non-jouissance. Et on ne peut pas dégager l'image d'une jouissance dès lors que notre armée est en train de se battre dans le front. On ne peut pas soutenir un commandant suprême dès lors que l'armée est en guerre et que le commandant suprême, lui, chaque week-end, il est dans des fêtes de mariage. Comment vous pouvez expliquer ça? Que vous soyez commandant suprême d'un pays, d'une armée en guerre, alors que vous, on vous voit tout le temps en train de rigoler dans des fêtes de mariage, dans des fêtes de ceci. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Regardez ce qui se passe en Ukraine, par exemple. Regardez l'image d'un commandant suprême. Il est jeune, le président Zelensky, quand vous le regardez, il est jeune, bien baraqué, je crois qu'il fait un peu musclé, tout ça. Mais depuis que son pays est en guerre, l'image que cet homme vend, c'est un homme qui est extrêmement concentré, qui n'a plus le temps pour lui-même. Voilà ce que j'allais dire. Qui n'a plus le temps pour lui-même. Quand on est commandant suprême d'une armée en guerre, l'image que l'on vend, c'est l'image d'un don de soi pour son pays, pour son armée qui est en guerre. Zelensky n'aime plus les cravates, il n'aime plus les vestes. Il est tout le temps en t-shirt, en tenue de son armée pour encourager son armée à pouvoir se battre contre les Russes. Mais ici, nous avons un commandant suprême qui, lui, a une armée en guerre, qui est en difficulté parce que les localités... Mais vous pouvez les voir le soir dans un mariage. Vous pouvez les voir sur les images en train de danser, par exemple, au Burundi. C'est peut-être pas lui. Moi, je ne dis pas que Zelensky ne danse pas. Je ne le dis pas. Mais le problème, c'est que Zelensky, peut-être qu'il est entouré, parce qu'en réalité, quand on devient important dans une nation, vous avez un cabinet, vous avez des gens qui doivent vous protéger. Vous avez un service de communication qui sélectionne au maximum les images à envoyer. Vous pouvez aller dans une fête de mariage sans que les images fuitent. Ça, c'est la responsabilité, votre propre responsabilité et la responsabilité des gens qui vous entourent. Parce que quelqu'un va me dire qui a dit que quand on est en guerre, tout s'arrête. Qui a dit que quand on est en guerre, on ne fait plus rien. Qui a dit... Non, on ne dit pas on ne fait plus rien. On dit que vous pouvez le faire, mais vous devez vous organiser pour que l'image que vous projetez à l'extérieur ne soit pas celle-là. Donc, je trouve que ce n'est pas incompatible que de soutenir les forces armées, comme le cas en RDC, je les soutiens totalement. Ils ont mon soutien et j'appelle les Congolais à être derrière leur armée. J'appelle les Congolais à soutenir leur armée. Mais vous ne pouvez pas m'obliger, vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde que le soutien que j'apporte à l'armée doit être tributaire au soutien que j'apporte au commandant suprême. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Surtout quand, dans mon chef, je me rends compte que le commandant suprême pose des actions qui vont en contradiction avec le sérieux et la responsabilité qu'il doit dégager, qu'il doit afficher pour pousser nos militaires, pour avoir l'adhésion de tout un peuple derrière son armée. Pas du tout. Je suis Congolais des pères et des mères. Je souffre par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. C'est important que je le dise parce que je peux même vous faire lire le message. Il y a des gens qui disent « Non, tu ne peux pas soutenir l'armée sans soutenir le commandant suprême. » C'est faux. Ce discours-là, il est totalement faux. Moi, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Le commandant suprême est le patron de la politique. Le commandant suprême a la responsabilité de dégager l'image compatible avec les exigences du moment et compatible avec les exigences du terrain. Malheureusement, ce qui se passe actuellement dans mon pays, je suis malheureux de le dire comme ça n'a rien à voir avec
avec l'image que le commandant suprême doit dégager. Ici, je lance donc un appel pathétique à ceux qui entourent M. Tshisekedi. Aidez M. Tshisekedi. Aidez-le, les amis. Service des communications, service de ceci, service de cela. Parce qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Tshisekedi est notre président de la République. Il est là, il est notre président de la République. Et ces actions qu'il pose, la mauvaise communication qui se dégage autour de lui, porte un coup, malheureusement nuisible et pas bien pour notre pays. Évidemment, encore faut-il que lui-même accepte de se faire aider. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent « ce n'est pas lui, ce n'est pas moi, c'est ses services ». Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent « c'est l'entourage ». Personne n'impose à nos autorités leur entourage. L'entourage est nommé sur base d'une ordonnance en bas desquelles est apposée la signature de celui qui nomme. On ne t'impose pas ton directeur de cabinet, pas à ce niveau-là. On ne t'impose rien. Et la première qualité d'un chef, c'est de savoir se faire entourer. Et il faut savoir se faire entourer. Et un chef n'a pas d'amis. Le chef n'a pas d'amis. Le chef n'a que des collaborateurs. Lorsque vous laissez la familiarité, les amitiés, être le socle des relations professionnelles et à ce niveau-là des responsabilités, c'est comme ça qu'on voit ces dégâts. Les gens qui ont du mal à comprendre qu'ici, ce n'est pas la familiarité, ici, ce n'est pas l'amitié, ici, c'est un problème de pays. Qui laisse le président de la République discuter des factures d'hôtel dans le hall. C'est rocambolesque, c'est extrêmement grave. Comment le président peut-il avoir le temps? Qui laisse le président de la République se faire photographier tout le temps dans des fêtes de mariage, alors que son armée est en guerre? Qui laisse que le président de la République se fasse filmer en train de danser dans un pays étranger, alors que son armée est en guerre et son pays est en guerre? C'est inacceptable, ça. C'est inacceptable. J'ai dit à un ami, je ne vous comprends pas. Quand vous lisez la Bible, il y avait des gens, une catégorie des gens, que les rois de l'époque avaient. Ceux-là avaient la responsabilité de dire au roi les choses qui ne lui font pas plaisir aux oreilles. Les rois s'est réservé la responsabilité d'avoir des gens capables de... Là où tout le monde applaudit, là où tout le monde fait les djalélo, que lui soit capable de lui dire, et sinon. Arrêtez de croire que nous avons un problème personnel avec le régime, avec tel. Le problème, c'est le Congo. Le Congo, c'est le seul bien commun que nous avons, nous tous. Vous devez avoir des voix discordantes à un moment donné comme la mienne. Tout ce que j'ai dit ici n'est pas faux. Tout ce que j'ai dit ici, ce n'est pas faux. J'ai mon franc-parler, j'ai ma culture, j'ai ma manière d'exprimer les choses. Tout ce que j'ai dit n'est pas faux. Ayez la capacité de regarder et de prendre les critiques. Améliorer là où il faut améliorer. Parce qu'en réalité, si vous améliorez et que le pays réussissait, c'est nous tous qui gagnons. Si Tshisekedi réussit son mandat et qu'il arrive à donner l'électricité, vous n'allez pas dire ça c'est la maison des Fayoulou. L'électricité ne passe pas ici, l'eau ne sortira pas d'ici. On ne va pas dire ça c'est la maison de tel, non. Si on arrive à voir les taxis, on arrive à voir le bus, on arrive à voir des trams, des TGV, moi je ne viendrai pas ou tel ne viendra pas en train de dire non, ça c'est TGV des opposants. C'est le Congo, les grands Congo qui gagnent. Mais là on est en train de patauger, on est en train de pleurer avec le régime de Tshisekedi. C'est nous tous qui pleurons. Vous ne voulez pas qu'on vous les dise. Vous ne voulez pas qu'on vous les dise. Vous voulez qu'on vous applaudisse. Vous voulez qu'on vous applaudisse. Que tout le monde crie béton, que tout le monde... Même quand ça ne va pas. Aujourd'hui, tout Congolais consensueux sait que ça ne va pas. Tout Congolais qui a un peu de conscience comprend que ça ne va pas. Ça ne va pas. Aucun domaine de la vie de mon pays évolue ou donne des signes d'un changement. Prenez l'armée, la guerre que Kabila avait terminée avec les M23 depuis 2013 reprend aujourd'hui. Prenez la situation sociale, la dégradation du tissu économique du pays. Prenez l'économie, prenez tout est par terre. Tout est par terre, les amis. Le pays va très mal. Le pays va très très mal. Et vous voulez, devant cette triste réalité, qu'une armée d'applaudisseurs se pointe et vous applaudisse. Mais attendez, attendez. Aujourd'hui, regardez, Tshisekedi qui est issu d'une école
dont le père a sacrifié sa vie pour le Congo, pour l'état des droits, pour les libertés individuelles et les libertés collectives. Chaque jour qui passe aujourd'hui au Congo, on réduit les champs des libertés individuelles et des libertés publiques. Les manifestations publiques sont brimées. Comment vous pouvez imaginer que l'UDPS au pouvoir, que nous ayons des journalistes en prison, en exil? Comment est-ce que c'est concevable? Comment est-ce qu'on peut concevoir ça? Qu'en plein mandat de l'UDPS, d'Etienne Tshisekedi Mulumba, qu'on puisse gazer les manifestants, alors que toute sa vie, il n'a fait que souffrir de ça. Qu'on interdise les manifestations publiques. Ça fait peur. C'est terrible. Un peu pour dire, en Afrique, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Vous savez, les Africains, on ne sait pas ce qui se passe dans nos têtes. Peut-être que nous ne savons pas ce que nous voulons. Quand vous regardez l'histoire récente de l'Afrique, vous allez voir tous les grands noms d'opposition qui prennent le pouvoir, font toujours des bêtises. Moi j'ai pleuré avec des larmes quand j'ai vu un monsieur comme le Guinéen, comment il s'appelait, Alpha Condé. Alpha Condé, je crois. Alpha Condé, oui. Le président de Guinée. Devenir un grand dictateur. C'était un baobab de l'opposition dans ce pays. Il portait sur ses épaules l'espoir de tout un peuple. L'espoir de tout un peuple. Alpha Condé arrive au pouvoir, il instaure une tyrannie. Il va plus loin, il modifie la Constitution pour avoir un troisième mandat. C'est terrible. C'est terrible. Je dis, mais attendez, on est dans quel pays? On est dans quel pays? Je l'ai vu aussi un peu au Sénégal avec le président Abdoulaye Wade. Plusieurs années dans l'opposition. Critiquant. Mais quand il arrive au pouvoir, j'étais aussi scandalisé quand même de voir quelques élans dictatoriaux dans les chefs de M. Abdoulaye Wade. Et on le voit aujourd'hui avec l'UDPS. On le voit aujourd'hui avec l'UDPS. Je me demande qu'est-ce que le parti de Etienne Tshisekedi deviendra après ce pouvoir. Déjà qu'ils sont au pouvoir, mais l'UDPS est en train de se liquéfier et l'UDPS n'existe plus. L'UDPS n'existe plus. C'est comme si c'était une stratégie que Tshisekedi arrive au pouvoir pour que Tshisekedi meure. C'est-à-dire, quand je parle de Tshisekedi, c'est pour que l'UDPS, qui est l'enfant pour lequel Etienne Tshisekedi Mulumba a donné sa vie, a sacrifié, puisse disparaître. Le parti n'existe plus. Il est entre les mains, donné entre les mains inexpertes des Kabouya. Comment on peut expliquer qu'un parti aussi fort que celui-là puisse se liquéfier, puisse disparaître alors que son représentant est au pouvoir? Non, les amis, ne nous rentrons pas dedans, ne nous insultons pas, ne nous créons pas des problèmes. Réfléchissons à tête reposée, tête posée, asseyons-nous calmement. Pensons à notre pays, le Congo d'abord. Le Congo doit être pris comme une priorité, comme un objectif commun. Parce qu'en réalité, le Congo, c'est le seul héritage que nous avons reçu de nos parents. C'est le seul bien commun que nous avons. Ce qui se passe aujourd'hui dans les pays est inacceptable. Acceptez qu'on vous le dise. Acceptez qu'on vous le dise. Ne nous transformez pas, nous tous, à un régime d'applaudisseurs, de jouisseurs, des choses comme ça. J'en viens un peu à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Les amis, j'ai vu la situation aller en vrille. Et on assiste, nous tous, avec larmes aux yeux sur ce qui se passe. Premier élément, pour moi, et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, je voudrais bien le répéter. J'ai l'impression, j'ai vraiment l'impression qu'on donne plus le temps aux émotions qu'à se poser des vraies questions pour trouver des bonnes solutions. Je suis contre le Rwanda parce que je pense qu'à l'heure où nous sommes, nous devons avoir des relations de bon voisinage. Les élans belliqueux de M. Paul Kagame, qui dérangent la sous-région, ne peut pas réjouir un Congolais. Mais ne soyons pas naïfs, les amis.
On passe tout le temps à crier le Rwanda, Paul Kagame, le Rwanda, Paul Kagame. L'enfer, c'est l'autre. Mais nous ne regardons pas nous-mêmes aussi nos responsabilités, les amis. Je ne démobilise pas les Congolais. Posez la question aux spécialistes des relations internationales. Ils vous diront qu'entre les États, ce n'est pas des relations des enfants des cœurs. Non. Les relations entre les États sont basées sur des questions d'intérêt. On dit qu'il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que les intérêts. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre, vous pouvez pleurer. Si l'insécurité dans l'Est de la République profite au Rwanda, ne demandez pas au Rwanda d'arrêter cette insécurité. Qu'est-ce que le Rwanda a à gagner de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo? Dites-moi. Le Rwanda qui est un petit pays, qui n'a pas de ressources, mais qui se développe aujourd'hui en pillant les richesses de la RDC. Je suis contre tout cela. Je suis contre la politique rwandaise, contre la politique de Paul Kagame. Évidemment, je suis congolais. Le Rwanda qui a besoin de ces ressources pour se développer, il est pille en République démocratique du Congo. Vous, les Congolais, vous constatez qu'on est en train de vous piller. Mais mettons-nous ensemble, réfléchissons sur la manière dont il faut travailler pour arrêter ça. Arrêtons de pleurnicher nuit et jour. Arrêtons de se faire vendre comme des petits, comme des enfants pleurnichards. Les relations entre les États ont toujours été comme ça. La Russie, pour des raisons géostratégiques, il a appris que l'Ukraine se préparait à entrer dans l'OTAN. La Russie s'est sentie en insécurité. Il s'est dit, si l'OTAN rentre, si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, nous aurons les États-Unis devant notre porte. Et il est allé en guerre contre l'Ukraine. Il est allé en guerre contre l'Ukraine pour se protéger, pour protéger ses intérêts. Il ne s'est pas mis à pleurer. Voyez-vous, Zelensky, vous avez vu Joe Biden. Attends, nous allons arrêter de pleurer jusqu'à quand? On va continuer comme ça jusqu'à quand? Avoir les mal dans les camps des autres, c'est toujours eux, ce n'est pas nous, ce n'est pas... Non, les amis. Nous avons un président de la République qui est là depuis 4 ans. Mettons-nous sur table. Posons la question à M. Tshisekedi. Laissons le Rwanda de côté, laissons Kagame de côté. Nous tous, on sait les élans belliqueux du Rwanda. Nous tous, on sait la politique de pillage que M. Paul Kagame mène chez nous. Oui, ça c'est lui. Avant qu'on dise Kagame, M. Tshisekedi, ça fait 4 ans que vous êtes au pouvoir. Vous saviez ce qui s'est passé. Dites-nous en 4 ans, voilà la lecture de la situation que j'ai faite. Voilà, je pense, que le Rwanda tire profit de nos richesses. Pour arrêter ça, voilà ce que j'ai pensé. Voilà les réformes que j'entends mener pour corriger notre armée. Pour que demain, si les Rwandais continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire, que nous ayons la capacité de résister à ça. Les solutions doivent d'abord être endogènes. Le Grand Congo ne peut pas pleurnicher comme il est en train de pleurnicher. Le pillage, le détournement des soldes militaires. Tshisekedi lui-même, il a dit qu'il y avait un gonflement des effectifs au sein de l'armée. On vous a dit qu'il a lancé de manière hasardeuse une opération de, comment ça s'appelle, état de siège. La commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale vous dit, dans cette opération, l'argent est sorti environ autant. Et plus de la moitié de cet argent est resté dans les bureaux de Kinshasa. Qui a été sanctionné? Est-ce que c'est le Rwanda qui nous a dit de détourner l'argent de nos militaires? Ces généraux de notre armée qui construisent des immeubles à gauche et à droite, au détriment de ceux qui sont au front, qui les sanctionne? C'est le Rwanda qui vous demande de ne pas les sanctionner, les amis. Je suis contre le Rwanda. Je suis contre la politique de M. Paul Kagame. Mais je ne suis pas pour qu'on continue à pleurer. Ayons la capacité de nous asseoir, de réfléchir, de nous regarder nous-mêmes. De trouver des solutions à l'interne et de les opposer aux gens qui sont à l'extérieur. Pleurez aujourd'hui, pleurez demain, pleurez aujourd'hui. Vous voulez qu'on vous donne la paix sur un plateau d'or? Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. À l'université, le professeur Mamba, qui me donnait la politique étrangère, me disait que la politique étrangère est la capacité pour un État de contrôler l'environnement externe, son environnement externe, par la préservation des situations positives
et la modification des positions négatives. Donc, vous devez avoir une politique étrangère qui est en soi une sorte d'instrument qui vous permet d'avoir un certain contrôle de l'environnement extérieur du pays. Et ce contrôle passe par deux éléments. Ce contrôle doit vous amener à contrôler ou à préserver les situations qui vous sont positives et à modifier les situations qui vous sont négatives. Mettons-nous ensemble. Quelles sont les situations qui nous sont négatives? C'est le Rwanda qui nous attaque. Quelles sont les situations? Ok. Mais non, qu'est-ce que nous devons faire pour modifier ces situations-là? Ce n'est pas en pleurant comme on est en train de pleurer là. Vous venez au pouvoir, vous installez en place du népotisme, vous installez en place un grand pillage, vous êtes ailleurs que là où vous devez être, vous ne faites rien pour réformer votre armée, vous ne faites rien pour arrêter la gabégie, le sainement financier, mais vous êtes là à attendre pour crier le Rwanda, oui, les Rwandais sont des fautifs, les Rwandais sont des pilleurs, je suis d'accord avec vous. Mais si ça leur profite, pourquoi vous voulez qu'ils nous donnent des choses sur un plateau d'or? Pourquoi? Pourquoi? Les Rwandais ne nous empêchent pas de réformer notre armée. Quand vous élaborez des budgets annuels, vous savez que nous sommes un pays en guerre. Vous multipliez le budget de M. Tshisekedi, fois 2, fois 3. Quand vous élaborez vos budgets, vous prenez plus de la moitié du budget. Vous l'affectez au fonctionnement des institutions. Vous engraissez ces politiciens qui ne foutent absolument rien, qui viennent, qui commencent de plus en plus à avoir des gros ventres, qui pillent les caisses de l'État, mais qui prennent le gros du budget pour le fonctionnement des institutions. Ces institutions-là nous amènent où? Nous amènent quoi? Pourquoi ne pas faire une révolution de palais en disant, ok, aujourd'hui, vous devenez président de la République, vous faites un travail, vous faites de l'apostolat. Vous renversez les choses, vous inversez les choses. Non, ici, l'essentiel du budget va vers le fonctionnement des institutions. Regardez le budget de l'État. Combien de pourcents nous réservons à l'armée? Nous qui savons que le Rwanda est un danger à côté de nous. Ce n'est pas le Rwanda qui nous dit, nous, de prendre notre budget et de l'affecter en grande partie au fonctionnement des institutions. Des gens qui n'ont rien fait de leur vie, qui viennent aux institutions, qui demain deviennent des millionnaires, tels les ministres, ils s'achètent tel, ils construisent des maisons. Mais votre propre armée, quand il y a maintenant des problèmes, vous commencez à crier. Le Rwanda, Paul Kagame. Paul Kagame ne vous a-t-il pas interdit, est-ce qu'il vous a interdit de réaffectionner ou de réaffecter, voilà ce que je voulais dire, réaffecter les assignations budgétaires pour que vous donniez à votre armée la capacité, les moyens de se doter des armes, de se professionnaliser? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, les amis. C'est nous. C'est l'irresponsabilité, c'est le manque de vision que nous avons nous-mêmes, Congolais. Ça, c'est des discours peut-être que les gens n'aiment pas. Vous allez voir, ils vont dire, oh non, non, mais attendez, c'est ça la vérité, les amis. Et c'est la vérité vraie. Comment on explique aujourd'hui que plus de la moitié du budget national, on parle des 60 ou des 70%, je crois, soit affecté au fonctionnement des institutions et des paiements si c'est des agents. Comment est-ce que les fonctionnements des institutions peut s'accaparer l'essentiel du budget national? Mais parce que nous avons des autorités jouisseurs. Nous avons des autorités profiteurs qui n'ont aucune vision, qui ne viennent pas au sommet du pays pour travailler pour le pays. Parce que sinon, quand vous arrivez au sommet de l'État et que vous vous rendez compte de la situation, vous allez dire ça, c'est une injustice. Quel est le budget d'investissement pour redémarrer l'économie du pays? Comment le budget d'investissement dans le pays peut être moindre que le fonctionnement des institutions? Comment le budget de la présidence peut être plus important peut-être que l'éducation, que tel... Comment on peut expliquer ça? Comment dans un pays comme le nôtre, M. Tshisekedi, peut-il être payé en termes de millions de dollars le mois? Comment on peut expliquer ça? Comment vous expliquez ça? Comment dans un pays comme le nôtre, M. Tshisekedi peut souffrir plus de 200 voyages
En sachant que le budget de l'État, par voyage, le voyage d'un président de la République, c'est à peu près 2,5 millions de dollars. C'est Kagame qui lui a dit de prendre les avions et de dilapider l'argent de la caisse publique comme il est en train de le faire. C'est le Rwanda qui a dit à Tshisekedi de transformer l'État, de transformer la présidence à une agence internationale des voyages et de voyager comme ça à gauche et à droite en allant prendre dans les caisses de l'État. Prenez seulement les budgets de ces voyages qui nous ont rien apporté. Le plus de 200 voyages que M. Tshisekedi a fait. Prenez ces budgets-là. On est à plus de 300 millions de dollars, je crois. On est à plus de 300 millions de dollars. Prenez 300 millions de dollars, affectez ça à l'armée. Vous allez voir. À la réhabilitation des camps militaires, des écoles militaires. Ce n'est pas Kagame qui a dit à Tshisekedi de faire ça. Ce n'est pas lui qui nous a dit d'instaurer cette irrationalité. Non. Ou vous faites des dépenses de manière irrationnelle. Un pays en guerre qui a des problèmes, mais qui a des autorités jouisseurs qui prennent pour le 30 juin 500 000 $ et ils donnent à Wenge Muzika pour que Wenge se produise au stade des Martyrs. Est-ce qu'on est normal? Est-ce qu'on est normal, les amis? Est-ce qu'on est sérieux? Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux et après vous voulez commencer à vous plaindre, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. Je ne vous démobilise pas, je vous appelle à réfléchir. J'apporte un autre son. Ce n'est pas Kagame qui a dit au gouvernement de Tshisekedi de prendre le 30 juin, alors que nos militaires sont sur le front, ils ont besoin d'argent, 500 000 $ américains, et donner à la jouissance pour Wenge Muzika. Le concert de Wenge a apporté quoi au pays? Le concert de Wenge au stade des Martyrs. Dites-moi, JB et Ouera sont allés jouer au concert de Wenge. Qu'est-ce que le Congo a gagné dans ce concert-là? Qu'est-ce que le Congo a gagné? Ils ont présenté ce concert comme étant un concert philanthropique, c'est-à-dire qu'ils vont jouer et donner l'argent aux militaires. Ils ont dit 40%, ce qui est d'ailleurs faux. Depuis qu'ils ont joué, ils ne nous disent pas combien ils ont gagné. Mais comment un concert philanthropique, on peut aller puiser dans les caisses de l'État pour financer un concert qui doit en principe aider la branche de l'État la plus importante qui est l'armée? Attendez, ça c'est Kagame. Ça c'est le Rwanda. Ça c'est le Rwanda qui a demandé à Tshisekedi de faire ça. Non, non. Soyons responsables, les amis. Soyons responsables. Commençons par arranger chez nous, à balayer à l'intérieur de notre maison, avant d'aller voir chez les autres. Si ce qui se passe, le désordre qu'il y a au pays, la guerre, profite au Rwanda, profite à l'Ouganda, ne demandez pas à ces gens-là de venir vous donner la paix sur un plateau d'or. Ne demandez pas ça. Deuxième chose, nous devons aussi faire très très attention par rapport à cette situation. Parce que j'ai vu que certains de nos compatriotes ont été happés par ces appels à la discrimination, à la haine ethnique, raciale. J'ai vu des gens avec des machettes s'attaquer aux gens à cause de leur faciès, à cause de leur morphologie. Mais là, vous servez sur un plateau d'or nos ennemis. C'est une action contre la République. Ceux qui veulent instabiliser le pays disent que nous le faisons parce qu'il y a une communauté, il y a une minorité qui est en danger. Vous, et avec des gilets estampillés UDPS parti au pouvoir, avec des communicateurs que vous appelez de votre parti, vous lancez des messages de haine, vous prenez les machettes et les images circulent. Non, les amis, Congolais, faisons attention. Ne nous laissons pas aller par la discrimination. Le pays est grand. Le problème du Congo, ce n'est pas un problème de communauté. Non. Non. Nous n'avons pas un problème de communauté. Pas du tout, les amis. Nous avons un problème de leadership. On n'a pas de dirigeants dignes de ce nom-là. On peut se rentrer dedans. On n'a pas un problème de territoire. On a un grand pays. Chacun peut trouver son compte dans ce pays-là. Pourquoi on doit se rentrer dedans? Pourquoi on doit tuer les gens? Pourquoi on doit se laisser aller dans la discrimination? Dans la xénophobie? À l'heure où nous parlons aujourd'hui, vous voulez vraiment vendre l'image du pays comme étant un pays qui discrimine les gens? Qu'est-ce que nous gagnons au finish? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons, les amis? Qu'est-ce que nous voulons? Vous pensez vraiment que le problème du Congo, c'est le problème de Balouba, le problème des Bakassaïens, le problème de ceci? Vous pensez? Vous pensez que si vous allez vous exterminer telle tribu, les Bamongo, les Basoukou, le pays va aller de l'avant?
Non, les amis, non. Un peu de rationalité, un peu de sagesse. Ce pays a des problèmes, ne l'implosions pas, les amis. Non, non. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Cultivons la nation. Le bon vouloir vivre ensemble, c'est important. Alors, je voudrais ici dire encore deux, trois petites choses. Vous savez, lorsque M. Tshisekedi prend le pouvoir, M. Tshisekedi prend le pouvoir, il amène une politique qui aujourd'hui nous apporte entre autres les conséquences de la situation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, quand vous regardez la politique, et que ce soit au niveau de la diplomatie, et que ce soit au niveau de la sécurité, un constat amer, quand on est rationnel, doit être établi, c'est le fait que M. Tshisekedi, qui est à la tête du pays, est dépassé par ce qui est en train d'arriver. Tshisekedi arrive en Angola. Ils organisent une tripartite. Et au sortir de cette tripartite-là, ils vont crier qu'on a gagné, qu'on a dit qu'il y a un cessez-le-feu. D'abord, comment est-ce qu'ils peuvent signer un cessez-le-feu avec le Rwanda quand nous, au Congo, nous avons été incapables de faire reconnaître le Rwanda comme le pays agresseur? Nullement. Dans la diplomatie des jouissances que M. Tshisekedi a amenées au pays, nulle part, il a réussi à faire condamner le Rwanda par un seul pays et à faire identifier le Rwanda comme étant le pays agresseur. Mais comment une seule seconde on pouvait croire qu'on peut parler d'une situation de cessez-le-feu avec le Rwanda qui nie son implication dans cette affaire? Le Rwanda n'est pas bête pour venir vous dire qu'on va avoir un cessez-le-feu, alors que lui, le Rwanda, dit que ce n'est pas lui qui attaque. C'était un gros mensonge. Parce que quand vous regardez finalement la communication de cette même rencontre du côté Rwanda, le discours est autre. Le Rwanda met plutôt en avant-plan le fait qu'il a réussi à faire passer l'idée de combattre les FDLR. Donc, Luanda a aussi, comme beaucoup d'autres sommets auxquels le Congo a pris part, accouché d'une souris. Mais le problème, en réalité, c'est le tâtonnement de M. Tshisekedi. C'est le tâtonnement de M. Tshisekedi. Tshisekedi prend le pouvoir, il trouve une situation confuse entre le Congo et le Rwanda. Lui dit non, Paul Kagame c'est un frère. Les amis, il va ouvrir le pays. Il va signer des accords avec le Rwanda, leur donnant la possibilité d'exploiter même de l'or chez nous. Il autorise l'arrivée des Rwandais chez nous. Il prend l'aéroport de Goma qui devient une sorte de hub, des centres de Rwandais dans le pays. Vous l'avez jamais vu, vous l'avez vu où? Il arrive au pouvoir, d'abord il fait un discours mensonger, de promesses fallacieuses comme il en a l'habitude. Il dit qu'il va acheter 8 avions et il a promis que ces avions devaient arriver avant les 22, alors que dans le pays aujourd'hui, un Congo Airways n'a plus d'avions. Au lieu de travailler pour la résurrection de la compagnie d'aviation nationale, pour desservir ce pays et même l'étranger, il prend l'aéroport de Goma, il donne ça aux Rwandais. Il ouvre nos frontières, il signe des accords alambiqués que lui-même, visiblement, ne maîtrise pas avec les Ougandais. L'Ouganda doit construire une route qui passe par le Congo de plus de 200 km. Si on prend une route de 200 km, elle nous coûte minimum 1 million de dollars. Donc l'Ouganda doit dépasser plus de 200 millions de dollars. Mais sont sérieux. Pendant que l'Ouganda doit dépasser plus de 200 millions de dollars américains, l'Ouganda a un problème des grandes dettes avec la Chine qui a réquisitionné l'aéroport d'Entebbe pour environ 250 ou 300 millions de dollars. Quel est l'intérêt pour le Rwanda, l'Ouganda, de venir construire chez nous? Tshisekedi ne vous dit pas. Il ouvre pour qu'ils construisent les routes et les rails chez nous. Il ne s'arrête pas là. Il ouvre nos frontières. Il fait rentrer l'armée ougandaise dans le pays.
Il fait rentrer l'armée ougandaise dans le pays. Aujourd'hui, il est incapable, Congolais, poser la question à notre président de la République. Combien des Ougandais sont sur le sol congolais? Quelle est leur zone de géolocalisation? Et quand est-ce que cette opération va se terminer? Tshisekedi a seulement ouvert les frontières, les Ougandais sont arrivés. Et à l'heure où je vous parle, il a aussi ouvert les frontières dans le sud Kivu, vers le haut plateau de Minembwe. Pour les Burundais, l'armée burundaise est chez nous en train de traquer le raid de Tabara. Donc, Tshisekedi a créé une politique sécuritaire à la bitoto dans le pays, où il mélange des choses de manière irréfléchie, il signe des accords non maîtrisés par lui-même. Ougandais venait, Burundais venait, le Rwandais, il mise sur un conflit latent entre le Rwanda et l'Ouganda, alors que déjà, il y avait des signaux. Quand vous suivez les fils de Museveni, lui-même, il disait qu'à un moment donné, il est capable de pactiser avec le Rwanda pour aller sauver les minorités au Congo. Il ne s'arrête pas là, les amis. Il va faire adhérer le pays dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Monsieur Tshisekedi, qu'est-ce que le Congo va gagner dans cette communauté-là? Et aujourd'hui, il va signer des accords pour que les armées étrangères de cette communauté-là viennent chez nous. Du coup, il est en train de planter le décor d'une sorte de mosaïque militaire dans le pays que lui-même ne maîtrise pas. Il plante comme ça les décors d'une sorte de mosaïque militaire chez nous. Il ouvre les frontières aux Burundais qui sont dans l'Est de la République pour traquer le raid Tabara au sud Kivu. Ici, il ouvre les frontières aux Ougandais. Depuis qu'ils sont là, il y a encore des massacres qui se multiplient, les ADF. À côté, il lance une opération qu'on appelle l'état de siège sans pour autant en mesurer les conséquences. Est-ce que M. Tshisekedi est conscient de l'imbroglio sécuritaire qu'il est en train de créer dans l'Est de la République? Il va en Angola, il vient, et au lendemain de l'Angola, le M23 progresse et gagne encore d'autres localités. Aujourd'hui, le problème de la sécurité dans l'Est de la République, le responsable de cette insécurité s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ne veulent pas qu'on les dise. Ils ne veulent pas qu'on les dise. Ce sont les décisions, les accords, signés pêle-mêle, sans beaucoup de réflexion, qui nous amènent cette situation. Là, on est devant un chaos. Et quand vous regardez la gouvernance, la direction que M. Tshisekedi prend, vous vous rendez compte que lui-même, il est dépassé. Il ne contrôle plus rien. Il ne contrôle plus rien. Qui M. Tshisekedi amène dans ces négociations-là? Il prend un rompu, un sécurocrate que le pays avait comme François Beya. Pour des raisons de jouissance de son cabinet, pour des conflits des palais, il crée une histoire monstrueuse. Et il envoie François Beya en prison. Vous pensez que les jouisseurs et les chécouleurs qui entourent M. Tshisekedi, il y en a un seul, je parle d'un seul, qui a la capacité d'analyse sécuritaire du pays comme François Beya. Citez-moi un seul. Qui? Regardez là où il se promène dans les sommets. Qui prépare les sommets pour le compte de Tshisekedi? Il appose des signatures n'importe comment, n'importe où. N'importe comment. François Beya, qui était un peu le seul lucide qu'il y avait dans son entourage, qui avait une capacité d'analyse, peut-être d'anticipation. Pour des raisons inavouées, M. Tshisekedi l'amène en prison. Aujourd'hui, Ekangi Bamona Kingo, il monte un truc, même dans la nuisance, il faut un peu de rationalité, un peu d'intelligence, mais il faut des choses dans la précipitation. Aujourd'hui, ils sont incapables d'éprouver ce qui s'est passé. Ils prennent François Beya gratuitement, un pilier qui a amené ses pouvoirs frauduleux à être là, on l'envoie en prison. Mais regardez maintenant la situation. Les amis, tout est confus. Lui-même, le président de la République est dans la confusion. Lui-même. Quelle est la ligne aujourd'hui? Il trouve qu'on avait des accords avec des pays notamment de la SADC, nos alliés traditionnels, les Tanzaniens, les Angolais, comment ça s'appelle, les Zimbabwéens, les Sud-Africains,
Ceux-là ont vu leurs fils mourir sur notre sol, verser le sang sur notre sol. Ils ont toujours travaillé avec nous. Il prend ça, il met de côté, il prend le pays, il va faire adhérer le pays dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Il va faire confiance à Paul Kagame. Et aujourd'hui, lui-même qui disait que Kagame est son frère et son ami, il vient et vous dit que c'est l'agresseur. On est où? On est perdu, les amis. On est perdu. Tshisekedi, par sa politique, il nous met tous en insécurité. Il met le pays en insécurité. Chaque seconde qu'il passe à la tête du pays insécurise le pays. Et ça commence même... Ça nous insécurise, les amis. Il met de côté les Sud-Africains, les Tanzaniens, les Angolais, tout ce monde-là, il va aller s'allier à l'Afrique. Ici, c'est de l'Est, tout ça. Tout est confusion, les amis. Et quand vous le regardez, le pays n'a plus de lignes. Chaque jour qui passe, le M23 prend du place, prend des places. Aujourd'hui, j'apprends que le sommet mixte qui était prévu en Angola aujourd'hui a été repoussé vers la fin du mois. Évidemment, l'Angola est en deuil, mais ça ne nous empêchait quand même pas de se retrouver là-bas. Monsieur Tshisekedi, vous voulez amener les pays où? Monsieur Tshisekedi, vous voulez amener les pays où? Le problème que nous avons dans l'Est de la République aujourd'hui, les sécurités qu'il y a dans l'Est de la République s'appellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui. C'est lui. Ils vont dire non, mais est-ce que les guerres de l'Est de la République, c'est seulement Tshisekedi? Ça fait longtemps que ça existait, tu en fais un peu de trop. Tshisekedi n'a pas trouvé les M23. Tshisekedi n'a pas trouvé l'armée ougandaise dans notre pays. Tshisekedi n'a pas trouvé l'armée burundaise dans notre pays. Tshisekedi n'a pas trouvé l'armée rwandaise dans notre pays. Non, non, non. N'allez pas mentir aux gens. Non, il n'a pas trouvé ça. C'est son bricolage. Il bricole ici, il bricole là-bas. Il ne comprend pas qu'ici, c'est l'avenir de tout un pays qui est en jeu. Vous voulez vraiment avoir mon point de vue sur la sortie des crises? Vous voulez vraiment que je vous parle? J'ai peur. Et je commence à me convaincre que Tshisekedi n'aura pas la capacité de finir le feu que lui-même, d'une certaine manière, a collaboré pour enflammer. Quand je regarde le tâtonnement qu'il y a dans son chef, les décisions alambiquées qu'il prend à gauche et à droite, je suis très, très dubitatif sur sa capacité à résorber la situation sécuritaire. Je crains que ça s'amplifie. S'il va, il va réussir, tant mieux. Mais ce n'est pas de la génération spontanée. La gestion de la République est une affaire sérieuse. La gestion de la République est une affaire réfléchie. Une combinaison de décisions qui amène au résultat. Ce n'est pas du miracle. Et visiblement, lui-même, aujourd'hui, il ne sait plus là où il est. Il ne sait plus quoi faire. Il est dépassé par la situation. Il est dépassé, totalement dépassé par la situation. Et vous allez voir, il va faire entrer l'armée, les armées étrangères chez nous. Et il refuse que le Rwanda participe, une bonne chose, mais il accepte que l'Ouganda rentre parmi la force de l'Afrique de l'Est. Mais tout le monde sait que pour prendre Bunagana, le M23 a aussi profité du soutien de l'Ouganda. Tout le monde le sait. Comment l'Ouganda qui a aidé le M23 à prendre Bunagana? Le M23 se renforçait à partir de Bunagana et l'artillerie est passée par l'Ouganda. Mais comment ces mêmes Ougandais vont participer dans une opération pour aller combattre une force soutenue par eux-mêmes? Soutenue par eux-mêmes. Je ne comprends pas. On va me dire que je fais une fixation sur M. Tshisekedi. On va me dire que c'est quand même lui le président de la République.
C'est quand même lui qui engage notre avenir et notre devenir. C'est quand même lui. Quand je regarde son bricolage, son tâtonnement, ça ne me rassure pas. Je suis malheureux pour mon pays. Je suis triste pour mon pays. Que le pays puisse avoir à son sommet un tel tâtonnement. Que faire? Sincèrement, les amis, que faire? Qu'il faut faire? Il faut prier que 2023 arrive vite et qu'on débarrasse le pays de M. Tshisekedi. Croyez-moi, ce monsieur n'est pas à sa place. Il n'est pas du tout à sa place. Chaque minute, chaque seconde qu'il passe à la tête de ce pays, met le pays en danger. Et nous met nous tous en danger. Que 2023 arrive à pas des géants, qu'on débarrasse le pays de ce monsieur. Parce que la situation risque d'aller de mal en pis. Voilà. C'est triste, mais c'est ma part de vérité. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro, les amis. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.